Le Club des femmes libres. Après des décennies de travail acharné, j'ai finalement pris ma retraite. Je pensais que le reste de ma vie serait fait de cours de yoga, de lectures tranquilles, d'un verre de vin rouge le soir et peut-être de quelques voyages spontanés, des plaisirs simples, entièrement selon mes propres termes. Mais alors, Guillaume, Wilhelm, mon mari bien-aimé, a mis un contrat de séparation sur la table, sans un mot de préavis. Tu veux te séparer? Bien, alors faisons cela proprement. J'ai fait mes valises, j'ai pris mes économies de retraite et je suis partie le Mont Blanc, la Côte d'Azur. J'ai pris des dizaines de photos, je les ai mises en ligne et j'ai eu tellement de likes que mon téléphone a failli exploser. Et lui, il était assis chez lui en pyjama et m'a envoyé un message. Qui va s'occuper de ma mère maintenant? Quelle blague! Il pensait que nous étions séparés mais que je resterais sa soignante gratuite 24 heures sur 24, continue de rêver. Il pensait avoir planifié toutes les dépenses et pouvoir dormir tranquille maintenant que son petit plan était en marche. Eh bien, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce contrat n'est que le début. Le vrai spectacle vient de commencer. Mon nom est Marlène Duval. Marlène Muller. J'ai 65 ans et je viens de prendre ma retraite de l'un des lycées publics les plus respectés du pays. Ma vie a été un chaos la plupart du temps. Travail, famille, élever un enfant, prendre soin de mes beaux-parents. Chacune de ces tâches aurait pu épuiser quelqu'un, mais je les ai toutes gérées. En tant que jeune femme, j'étais fermement convaincue que c'était exactement ce que les femmes devaient faire, se sacrifier pour les autres. Ce n'était pas une question, c'était un devoir. L'année où mon beau-père a eu un accident vasculaire cérébral, j'étais sur le point d'être promue chef de département. J'ai laissé tomber sans hésiter pour que mon fils puisse être transféré dans un meilleur secteur scolaire. Je me levais tous les matins à 5 heures. J'allais au marché. Pour les rabais de première heure, je courais à la maison, faisais le petit déjeuner, emballais le déjeuner, l'emmenais à l'école, puis je prenais le bus pour aller au travail. Le soir, je rentrais, je faisais les devoirs, je frottais les sols, je lavais le linge. Parfois, je n'allais me coucher qu'après minuit. Lorsque la santé de mon beau-père s'est détériorée, c'est moi qui organisais les rendez-vous médicaux, achetais les médicaments, faisais les contrôles, gérais les séjours à l'hôpital. Je maintenais tout avec du ruban adhésif et de la volonté. Et mon mari, Guillaume, il avait toujours une excuse. Je suis débordée au travail, je ne suis pas douée pour les soins, tu fais ça mieux de toute façon. Mieux pour lui signifiait juste que c'était mon travail de porter le fardeau. Bien sûr, j'ai eu des moments de ressentiment, mais je les ai avalés et j'ai continué, car la retraite était la lumière au bout du tunnel. Je pensais qu'une fois là-bas, je pourrais enfin respirer. Plus d'excuses au directeur, plus de courses pour le bus, plus de soirées au fourneau. J'avais des plans beaux et modestes, juste pour moi. Suivre le cours de peinture à l'huile dont j'avais toujours rêvé. Rejoindre le club de randonnée pour seniors local et me promener le long de la côte, sentir la brise printanière, peut-être retrouver d'anciens collègues et faire un road trip spontané vers un endroit chaud. Mon plan de retraite se résumait à un mot: liberté. Cet après-midi-là, après la remise des derniers papiers, le soleil filtrait par les stores du bureau de l'école et réchauffait le certificat de retraite dans mes mains. C'était comme si une petite flamme s'était allumée dans ma poitrine. Nous sommes allés déjeuner, moi et quelques autres professeurs. « Marlène, tu l'as enfin fait !» a dit quelqu'un en riant. « Maintenant, il ne manque plus qu'un club pour les mères retraitées et on se lance !» a plaisanté Elisabeth. J'ai ri de bon cœur. Je l'avais mérité entièrement. En rentrant à la maison, je me sentais plus légère que depuis des années. J'ai franchi la porte d'entrée, excitée de partager la nouvelle. Je suis de retour. Je suis officiellement à la retraite, ai-je crié. La pièce était sombre. Guillaume était assis sur le canapé, immobile. Son visage était sombre comme un orage sur le point d'éclater. La chaleur dans ma poitrine s'est éteinte en un instant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé prudemment. Il n'a pas répondu. Il a juste tendu la main sous la table basse et a tiré une pile de papier bien rangée. Des lettres noires et grasses se pavanaient en haut, contrat de séparation de biens et de résidence. J'ai figé. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais mal lu. J'ai feuilleté les pages et mon estomac s'est serré. Il expliquait tout en détail. Le partage de la propriété, la division des comptes d'assurance, la répartition des économies bancaires, même qui couvrirait quel pourcentage des dépenses. Et puis le point crucial, un plan de vie commune. Il suggérait
que nous établissions des résidences séparées la semaine prochaine et commencions des vies indépendantes. Mes doigts tremblaient en tenant les pages. Je les regardais. Il était calme, distant, comme s'il venait de conclure un accord commercial. « Guillaume, qu'est-ce que c'est ?» Ma voix s'est brisée. Il s'est éclairci la gorge, son ton plat et décidé. « Marlène, nous sommes tous les deux à la retraite. Je pense qu'il est temps d'être pratique, de vivre séparément, de mener nos propres vies. C'est mieux pour nous deux. Mieux pour nous deux. » J'ai presque ri. « As-tu une idée de ce que j'ai sacrifié pour cette famille toutes ces années ? Et maintenant, tu me tends un contrat de séparation comme un cadeau et tu t'attends à ce que je te souhaite bonne chance ? » J'avais imaginé nos années de retraite pleines de soleil, avec l'odeur du thé du matin et une voix à côté de moi disant « Allons voir le monde ensemble ». Au lieu de cela, j'ai eu une feuille de calcul Excel. Colère, humiliation, choc. Tout a éclaté. J'ai essayé de relire notre mariage, espérant trouver l'instant où la balance avait penché. Tes parents, mes rondes de médicaments nocturnes, mes bains à l'éponge, le chaos de ton frère. J'ai passé les appels, j'ai obtenu l'argent. Tes promotions, je suis restée en arrière, j'ai tenu le fort. Ce que j'avais n'était pas un mariage, c'était un contrat de sacrifice perpétuel. Et maintenant, tu veux parler de justice ? D'indépendance ? Quelle blague ! J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. « Guillaume » ai-je dit d'une voix ferme, « peux-tu me dire pourquoi tu veux soudainement la séparation ? Y a-t-il autre chose ?» Tseom. Son regard s'est détourné rapidement. Il a fixé le cendrier sur la table sans me regarder. « Il n'y a pas de véritable raison, » a-t-il murmuré. Les temps ont changé. Tout le monde parle d'espace personnel et d'indépendance financière de nos jours. Je pense qu'il est temps que nous rattrapions le temps perdu. Il a marqué une pause et a ajouté « Nous le voyons tout le temps. Les gens prennent leur retraite et commencent leur propre vie. Cela semble bien fonctionner pour beaucoup. Je pense que ce serait bon pour nous deux. » Ces mots m'ont piqué comme une aiguille dans la poitrine. « Vraiment ?» ai-je dit d'une voix tendue. « Tu veux m'expliquer pourquoi cela serait bon pour moi ? Est-ce que cela te facilite la tâche d'abandonner toutes les responsabilités ? Ou est-ce simplement plus commode de dépenser les économies que nous avons si durement amassées sans avoir à demander ?» Un frisson m'a parcouru l'échine. Guillaume n'était pas le genre d'homme à prendre des décisions spontanées et progressistes. L'homme vivait par des feuilles de calcul et des petits caractères. Il ne quittait pas la maison sans faire les calculs. S'il insistait pour un contrat de séparation, il y avait une raison. Il avait la plus grosse retraite. La plupart des grosses économies étaient à son nom, et maintenant il voulait tout partager au nom de la justice. Cette justice n'a jamais été destinée à moi. J'ai continué à exiger une réponse claire, mais il ne m'a donné que le même scénario éculé. Indépendance, clarté, espace. Chaque mot sortait de sa bouche comme s'il négociait un bail et non la fin d'un mariage de décennies. Ce n'était pas une conversation, c'était une annonce froide et calculée. J'ai regardé l'homme que je connaissais depuis plus d'une demi-vie et soudain, je me suis sentie comme une étrangère, quelqu'un avec qui je ne voulais pas être seule dans une pièce. L'amour que je croyais avoir pour lui s'est lentement estompé. Colère, déception, une tristesse si intense qu'elle était presque physique. Tout s'est effondré dans ma poitrine. Mais j'ai souri. Un sourire froid et vide. « Très bien, ai-je dit. Si tu veux partager les chiffres, alors faisons-le correctement. » J'ai signé le contrat de séparation sur le champ, apposant mon nom sur la dernière page comme si je clôturais une transaction 3 décennies de mariage, dissoute par quelques paragraphes et une signature. La même semaine, j'ai quitté la maison que nous avions partagée pendant 30 ans. J'ai trouvé un appartement d'une pièce à quelques rues de notre ancien quartier. La nuit où je suis partie, j'ai traîné ma valise jusqu'à la porte. Il était là, silencieux. Quand j'ai fermé la porte, je l'ai entendu soupirer comme s'il était soulagé. Le lendemain matin, je suis allée au magasin et j'ai acheté un petit réfrigérateur pour le coin de ma cuisine. Assez de place pour mes courses, de la nourriture pour une personne. Dans l'ancienne maison, j'étais toujours celle qui planifiait les repas, équilibrait la nutrition, s'assurait que le dîner soit chaud, savoureux et à l'heure sur la table. Maintenant, une assiette de spaghettis, parfois de la soupe au poulet congelé, et des toasts me suffisaient. Simple, sans complications. Et il racontait qu'il avait essayé de cuisiner plusieurs fois.
il s'est coupé le doigt, a failli provoquer un incendie et a transformé la cuisine en champ de bataille. Puis sont arrivées les livraisons, mais cela est vite devenu ennuyeux. Peu après, il a recommencé à m'appeler. « La maison est trop silencieuse ?» « Il manque de chaleur », se plaignait-il dans un message vocal, tandis que j'entendais le froissement d'emballage de livraison en arrière-plan. Je n'ai pas eu de repas chaud depuis des jours. J'étais recroquevillée sur mon nouveau canapé, écoutant les messages et ne clignant même pas des yeux. Maintenant, il envoyait une nouvelle plainte chaque jour, un message texte, une note vocale. « Marlène, la maison est un chaos. Tu l'as toujours gardée impeccable. Le sol est collant. Mon estomac est ruiné par la nourriture livrée. J'ai à peine dormi la nuit dernière. Quelque chose rampe derrière la télévision. Je ne veux même pas regarder. Si tu étais là, ce serait propre en 1 seconde. » J'ai failli rire tout haut. Croyait-il vraiment qu'un peu de gémissement me ferait courir pour frotter ses sols et cuisiner sa soupe ? Désolé, Guillaume. Marlène n'habite plus ici. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas toujours occupée parce que le travail était sans fin. J'étais occupée parce que je comblais chaque lacune, résolvais chaque problème, faisais le travail émotionnel et physique que personne ne demandait, mais que tout le monde attendait. Maintenant que j'avais abandonné ce rôle, tout s'arrêtait. Si c'est difficile, n'hésite pas à engager une femme de ménage. Ai-je répondu calmement, comme si je lisais une liste de contrôle. Mais tu paies les frais toi-même. Il y a eu une pause, puis sa seule réponse. D'accord. Je pouvais l'imaginer de l'autre côté, furieux, frustré, mais impuissant. Et honnêtement, je ne me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Peut-être une sorte de solitude, mais une solitude propre. Cependant, je doute qu'il ait jamais imaginé cette version de moi, debout devant lui. Non pas comme l'épouse patiente et obéissante, mais comme une femme qui pouvait régir sa vie avec des contrats et des limites, pas avec la culpabilité et l'obligation. Il manque probablement les repas gratuits, les sols immaculés, le travail silencieux. Maintenant que tout a un prix, il réalise à quel point c'était pratique. Peu de temps après, mon premier chèque de retraite est arrivé sur mon compte. Au moment où j'ai vu les chiffres sur l'écran, quelque chose s'est apaisé en moi. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie vraiment en sécurité. Je n'avais jamais connu ce type de sécurité en plus de 30 ans de mariage. J'avais gagné cet argent, chaque centime, pendant 30 ans de plans de cours, de corrections nocturnes, de demandes de subventions et de projets scolaires ingrats. Ce chèque m'appartenait entièrement, sans condition. Personne à qui rendre des comptes, aucune main pour intervenir, aucune contribution familiale à déduire. En regardant le solde, je me suis redressée, comme si ma colonne vertébrale avait enfin réappris à se tenir droite. Pendant ce temps, le chat de groupe de mes amis était devenu un feu d'artifice de joie de la retraite. Thérèse a posté une photo de plage avec un maillot de bain bleu vif sur la côte de Bretagne, Sult. Son corps n'était plus ce qu'il était, mais son sourire rayonnait comme la mer derrière elle. Jeanne a diffusé en direct sa tournée de 10 pays en Europe, se promenant dans les rues pavées de France et assise dans des tavernes éclairées aux chandelles en Italie. J'ai fait défiler les photos une par une, sentant cette piqûre familière de jalousie. Pourquoi elles étaient autorisées à vivre si librement, alors que j'étais coincée dans un appartement vide, abandonnée par un homme qui calculait les dépenses d'une main et me jetait de l'autre, toujours aux prises avec ses humeurs, ses factures, le mal de dos de sa mère, même après notre séparation ? Non, absolument pas. Je n'allais pas passer ce chapitre à porter ces fardeaux restants. La vieille Marlène cédait toujours. Cette fois, j'ai forgé mon propre chemin. J'ai commencé à chercher des itinéraires, à comparer les prix, à rester éveillée tard le soir, à naviguer sur des sites de voyage. Au matin, j'avais réservé un tour de 10 jours des parcs nationaux, les Alpes, la Provence, et ensuite vers le sud, jusqu'à la Côte d'Azur. Je ne l'ai dit à personne, ni à Guillaume, ni à mes amis. J'ai simplement cliqué sur « Confirmer ». J'ai fait ma valise et je suis partie, plus vite que jamais dans ma vie. Ma valise était remplie de chaussures de randonnée légères, de vestes à séchage rapide, de mon carnet de croquis, de lunettes de soleil et, juste cette fois, je l'avoue, d'un chapeau de paille que j'ai acheté parce qu'il était mignon sur les photos. Le matin avant de partir, je me suis écrit une note sur mon téléphone. À partir de maintenant, tu vis pour toi-même, pas pour les autres.
Et lors de ce voyage, j'ai retrouvé la Marlène que je n'avais pas vue depuis des années. Elle était assise près des sources chaudes dans les Alpes, dessinant tranquillement. Elle a marché à travers la brume matinale de la Provence, le dos en sueur et le visage plein de joie. Elle a regardé le soleil se coucher derrière les silhouettes déchiquetées de la Côte d'Azur et a appris à utiliser un trépied pour se photographier contre le ciel. J'ai échangé les vêtements amorphes et ennuyeux contre une veste en jean et une robe à motifs et fluides que j'ai achetée dans un petit village de montagne. J'ai attaché mes cheveux en arrière comme je ne l'avais pas fait depuis mon enfance. Chaque photo que j'ai prise n'était pas seulement un instantané, c'était une preuve. Preuve que j'étais toujours là, que j'étais toujours précieuse, que j'étais toujours moi. J'ai posté quelques photos online avec des légendes comme « La seconde moitié de la vie commence sur la route. La retraite n'est pas la fin. C'est la rampe de lancement. Je n'ai pas fui quelqu'un. Je suis enfin revenue à moi-même. » Les commentaires ont explosé. « Marlène, tu as l'air incroyable. Qui est cette personne si radieuse? Je réserve mon voyage en Provence maintenant. » En parcourant les réponses, j'ai ressenti une satisfaction plus profonde que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Non pas parce que quelqu'un me voyait enfin, mais parce que je me voyais enfin moi-même. Guillaume, bien sûr, a envoyé un SMS. « Personne ne nettoie la maison, il y a de la poussière partout, mon estomac est dérangé par les plats livrés. Ma mère a appelé, elle dit qu'elle a mal au dos, elle s'ennuie de toi. Ah, pas émotionnel. » J'ai levé les yeux au ciel et j'ai répondu calmement et précisément « Engage une femme de ménage. Tu as une retraite. Ne sois pas avare. Problème d'estomac? Apprends à cuisiner ou va chez le médecin. Ta mère est encore là? Appelle Jeanne, Jolanda. Elle habite plus près. C'est son tour. » Puis j'ai mis sa fenêtre de message en « ne pas déranger ». Pendant qu'il était assis dans cette maison froide et silencieuse, analysant des chiffres, j'étais de l'autre côté du pays, me prélassant sur un rocher rouge. Il pouvait essayer avec la culpabilité, jouer la carte de la mère, pleurer devant ses tableaux, mais cette dette émotionnelle était réglée. Je savais que ce n'était pas la fin. Il continuerait d'essayer, mais c'était son combat maintenant, pas ma responsabilité. À ce moment, la lumière a filtré à travers les nuages doux et a caressé mon visage chaleureusement. Autour de moi, il n'y avait que le murmure du vent et le léger saut d'un écureuil à proximité. J'ai fermé les yeux et je me suis chuchotée. « Marlène, bienvenue à la maison. » 10 jours plus tard, je suis retournée dans mon petit appartement avec ma valise. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé. Propre, calme, avec le soleil tombant sur le sol en bandes chaudes et dorées, à travers les rideaux, ça sentait la lavande et le nettoyant au citron, pas le renfermé et les restes de livraison. C'était ma maison, entièrement la mienne. J'avais à peine poussé la valise contre le mur pour aller me faire une tasse de thé que la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Et là se tenait Guillaume Manteau, froissé, cheveux ébouriffés, le visage encore plus gris que le jour où je suis partie. Pas de fleurs, pas de sourire, pas même un faux bienvenu à la maison. Il ressemblait à un homme qui venait avec un problème ouvert. « Tu es enfin de retour ?» a-t-il dit en soupirant, comme si je l'avais fait attendre trop longtemps. « Depuis que tu es partie, il n'y a plus personne pour s'occuper de ma mère. » Je ne me suis pas écartée. Je me suis juste appuyée contre le chambranle de la porte et j'ai levé un sourcil. « N'as-tu pas dit que nous vivons séparément maintenant, chacun responsable de sa propre vie ? Comme c'est étrange que tu apparaisses à peine atterri et que tu veuilles que les services gratuits recommencent. » Il a ignoré la pique et a baissé la voix à un ton consciemment fragile, voulant paraître faible. « Ça empire. Elle demande toujours où tu étais. »« Je suis épuisée, Marlène. Son dos lui fait mal à nouveau. Et elle est à peine... C'est vraiment difficile à gérer tout seul. » Je n'ai pas répondu. Je suis retournée à la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise calmement sur le canapé, imperturbable. Il se tenait toujours dehors, sans invitation. « Tu as toujours su comment t'occuper d'elle » a-t-il crié depuis la porte, essayant à nouveau. « Tu lui as fait la soupe qu'elle aimait, tu lui as rappelé ses médicaments, elle te faisait confiance ?» J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai posé le verre et ma voix est devenue froide. « Guillaume, tu as initié cette séparation. Tu te souviens ? Tu voulais une séparation propre. Je ne t'ai pas quitté, tu m'as renvoyé avec des conditions. » J'ai regardé droit dans ses yeux. « Et ta mère ? Je comprends vraiment, mais que les choses soient claires. C'est ta mère, pas la mienne. »
Un éclair de malaise a traversé son visage. Il a serré les lèvres, hésité, puis a murmuré « Mais tu t'en souciais avant. Tu étais la seule qu'elle écoutait vraiment. » Je l'ai interrompu. C'était à l'époque où je croyais encore que ce mariage signifiait quelque chose. Je me suis redressée, mes yeux fixaient les siens. « Laisse-moi te le rappeler, nous sommes maintenant légalement séparés. Cela signifie que les soins et la responsabilité de ta mère te reviennent, à toi et à ta sœur Jeanne, Jolanda. Si tu as besoin d'aide, engage quelqu'un et tu paies la facture. N'attends pas que j'arrive en tant que femme de ménage non rémunérée. Si tu es vraiment inquiet, ai-je ajouté, emmène-la chez le médecin. Ne reste pas ici à mettre en scène un drame du « la belle-fille est partie et le monde s'écroule ». Ce n'est pas un film, Guillaume. Tu ne peux pas crier « coupé » quand les choses deviennent difficiles. Il est devenu rouge, de pâle à rouge, puis pâle à nouveau. Ses mains ont tressailli sur ses côtés, ses doigts pétrissant les coutures de son pantalon. Récemment, elle dit qu'elle ressent une pression sur la poitrine, a-t-il murmuré. Elle tremble. Je suis vraiment inquiet. J'ai ri sèchement. Inquiet maintenant? Peut-être aurais-tu dû te rapprocher avant mon départ, au lieu d'attendre mon retour pour que je règle le problème. Après une longue pause, il s'est finalement assis sur la chaise en face de moi. Tout son corps s'est affaissé comme un ballon qui perd son air. Sa voix est devenue basse. « Marlène, je ne voulais pas dire ça. Nous sommes toujours légalement mariés, n'est-ce pas? Après toutes ces années, après tout ce que nous avons traversé, si quelque chose arrive à ma mère, tu t'en fiches vraiment de tout laisser tomber ?» Et là, c'était la carte de la culpabilité familiale. J'avais vu venir, et pourtant cela m'a fait serrer la mâchoire. Extérieurement, je suis restée absolument calme. Je ne retire rien, ai-je dit froidement. Oui, nous avons le devoir de prendre soin de nos parents. Cela n'a jamais été remis en question. Mais la façon dont nous nous en occupons, qui est impliquée, qui paie quoi, cela doit être clairement réglé. Ma voix ne s'est pas élevée. Ce n'était pas nécessaire. Elle était assez tranchante. C'est aussi simple que ça. J'ai posé mon verre lentement, je me suis penchée en avant, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu voulais la justice, n'est-ce pas? Alors traitons cela avec justice. Mes mots sont sortis clairs, délibérés et limpides. Premièrement, engage une aide-soignante. Toi et Jeanne couvrez les frais. Je fais une contribution symbolique, disons 10%. Mais le choix de la soignante, la coordination des horaires, la gestion, c'est entièrement ton travail. Deuxièmement, partagez les soins hebdomadaires. Ou divisez la journée, l'un le matin, l'autre le soir. Si vous êtes trop occupé pour cuisiner ou faire la lessive, je pourrais apporter un repas supplémentaire de temps en temps. Mais c'est tout. Ne demandez rien de plus. Troisièmement, cherchez un foyer pour personnes âgées, un établissement décent avec des soins appropriés. Vous deux couvrez les frais. Je ferai des visites occasionnelles. Clairement, mais la routine quotidienne n'est plus ma responsabilité. Mon ton n'a pas augmenté. Je n'ai pas eu besoin de crier. Chaque phrase a frappé son orgueil comme un clou. « Choisis, Guillaume », ai-je conclu. Mais si tu penses que je vais revenir pour être la soignante non rémunérée de 40 heures qui tourne autour de ta mère comme un satellite. Ces jours-là sont révolus. On dit que parler d'argent détruit les sentiments. Ne pas confondre l'argent et les sentiments est ce qui détruit vraiment tout. Tu veux la justice? Alors équilibrons les comptes. Le visage de Guillaume a changé instantanément. Engager une aide-soignante, ce serait 5 000 ou 6 000 euros par mois. L'idée de partager cette facture avec Jeanne lui a probablement retourné l'estomac. Se relayer pour s'occuper d'elle? Jeanne a toujours dit que son fils adolescent se préparait pour l'université. Elle avait un emploi fou. Son emploi du temps était impossible. Elle était trop occupée depuis une décennie. Un foyer pour personnes âgées? Sa mère ne s'était jamais catégoriquement opposée, mais chaque fois que le sujet était abordé, son visage se fermait. Elle boudait pendant des jours, et les voisins, oh, ils auraient certainement quelque chose à dire sur le pauvre Guillaume mettant sa mère dans un foyer. Il était assis là, les mâchoires serrées, les doigts agrippés à l'accoudoir de la chaise, calculant manifestement des chiffres dans sa tête. Je n'ai pas interrompu, j'ai juste observé patiemment, à distance, presque amusé. Il pensait que le silence me dérangerait. Il pensait que s'il attendait assez longtemps, la culpabilité surgirait, comme toujours, plus maintenant. Et peut-être l'a-t-il senti aussi, car le lendemain,
Guillaume est allé parler à Jeanne. Il a appelé cela une conversation en famille. Ce que c'était vraiment, c'était une manœuvre coordonnée. Une petite tentative de pression pour me forcer à reprendre le rôle de super belle fille. Mais n'a-t-il pas réalisé que ce manuel ne fonctionnait plus? Ce chapitre est clos et j'en ai arraché les pages. Au moment où Jeanne a entendu qu'il devrait investir de l'argent et des efforts, elle est tombée directement dans la mélancolie. Au téléphone, son soupir fut le premier, long, profond, théâtral, puis sa voix, fatiguée, avec juste la bonne dose d'apitoiement. « Guillaume, tu sais que je n'essaie pas d'éviter mes responsabilités, mais honnêtement, je n'ai pas le temps. Marc est sous tellement de pression au travail, il fait des heures supplémentaires presque tous les soirs, et avec les enfants. L'un se prépare pour le lycée, l'autre est toujours malade, je suis totalement débordée, et en plus, elle a doucement changé de sujet. J'ai 2 voyages d'affaires ce mois-ci, tu habites plus près, et maman est avec toi depuis des années. Marlène est habituée à s'occuper d'elle. » Puis est venue la tournure. La transition subtile emballée dans l'éloge. « Honnêtement, Marlène vient de prendre sa retraite, n'est-ce pas? Elle a sûrement un emploi du temps beaucoup plus flexible maintenant. Elle a toujours été si attentive avec maman. Avec n'importe quelle autre mère, elle n'arriverait même pas à s'entendre. Que dirais-tu de ça? J'envoie quelques centaines d'euros par mois en guise de contribution pour maman. » Un petit signe de ma part. Mais en ce qui concerne le quotidien, je pense que Marlène est la meilleure personne pour continuer à s'en occuper. Après tout, c'est une femme, plus soucieuse des détails. Maman se sent plus à l'aise avec elle. Incroyable. Laisser le fardeau retomber sur moi avec tant de grâce, la recouvrant de compliments comme si c'était un cadeau joliment emballé. En réalité, elle disait juste « Écoute, tu t'en occupes encore, Guillaume, bien sûr ?» a omis toute son histoire triste quand il est revenu me voir. Il m'a juste regardé avec cette expression familière d'impuissance et a dit « Jeanne a dit que maman se sent plus à l'aise avec toi. J'espère que tu peux continuer à aider. » Comme si cela rendait tout plausible, comme si non seulement il parlait, mais qu'elle le disait aussi, donc ça devait être juste. J'ai laissé échapper un soupir bruyant d'incrédulité, plus un rire qu'autre chose. « Comme c'est mignon, » ai-je dit. « Vous êtes vraiment des frères et sœurs qui se passent le ballon comme une routine bien rodée. » J'ai lancé un regard si froid qu'il aurait pu geler les fenêtres. « Et dis-moi, qu'est-ce qui donne exactement à ta sœur le droit d'attendre quelque chose de moi ?» Ma voix était douce, mais pleine d'acier. « Quand nous nous sommes mariés, a-t-elle contribué au mariage? Était-elle là quand nous avons économisé pour l'acompte de cette maison? Qui a avancé l'argent quand elle a eu besoin d'aide pour acheter cette camionnette? Ou quand ses enfants sont allés à l'école privée, l'a-t-elle jamais remboursé? Combien de fois ta mère a-t-elle été à l'hôpital? Et combien de fois Jeanne s'est-elle montrée? 10 minutes, tout au plus, juste assez longtemps pour poster une photo sur le chat de famille. Et pour une raison quelconque, elle repartait toujours avec un sac de courses. Je m'en fichais, mais maintenant, toi et moi, vous voulez parler de justice. Bien, alors, payons la note complète. Ma voix s'est élevée lentement, ferme, mais chaque mot était aussi clair et tranchant que du verre brisé. Pour être clair, Guillaume, Jeanne est ta sœur, pas la mienne. Les soins de ta mère sont une responsabilité légale entre vous deux. Pas une obligation continue liée à mes sentiments. Je ne suis pas le pense-bête humain de ta famille qui colle quand il y a quelque chose à faire et qui se décolle dès que je ne suis plus pratique. Tu appelles ça de la piété filiale, ai-je dit en plissant les yeux. Mais c'est étrange comme cela ne se manifeste que lorsque quelqu'un d'autre fait le travail. Le visage de Guillaume a rougi, puis il est devenu pâle. Il a ouvert légèrement la bouche, puis l'a refermée. Son regard a erré vers le sol. Il n'était pas habitué à cette version de moi. Calme, résolue, complètement prête à en finir avec le maintien de la paix. La vieille Marlène se souciait de ne pas blesser ses sentiments. Elle laissait passer les commentaires de Jeanne, son absence, ses excuses. Mais c'est lui qui a arraché le masque le premier. Alors maintenant, je pouvais vivre avec ce qui se cachait derrière. Les suppliques douces n'ont pas fonctionné. Les mots durs non plus. Guillaume a dû finalement comprendre qu'il n'obtiendrait plus rien de moi. Lorsque l'équipe frère-sœur a échoué, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il joue sa dernière carte. Sa mère, Rose, vivait non loin de mon nouvel appartement. Je n'avais pas prévu de lui rendre visite, mais ce jour-là, j'étais dans le coin, par habitude ou peut-être un soupçon de sentimentalité. J'ai acheté des fruits et j'ai décidé de passer rapidement.
Elle était assise sur le canapé, se frottant le dos et soupirant dramatiquement lorsque je suis entrée. Ah, ce vieux corps, ça empire de jour en jour. Mes jambes me font mal. Mon dos me fait mal. Je ne peux même plus bien dormir. Son ton était fragile, plaintif, mais ses yeux ne me quittaient pas, cherchant ma réaction. Je connaissais ce regard, je l'avais vu 1000 fois. J'ai souri poliment et j'ai posé les fruits sur la table basse. « Rose, si tu ne te sens pas bien, tu devrais le dire à Guillaume. C'est ton fils, Jeanne est aussi à proximité. Ils vont sûrement s'occuper de tout. » Elle a cligné des yeux, ne s'attendant pas à ce que j'esquive de manière si claire. Puis, sans hésiter, elle a changé de sujet. « Marlène, ce n'est pas seulement que je me sens mal, ta soupe au poulet me manque, celle du magasin n'est pas la même et mon épaule. Tu te souviens comment tu la massais toujours? Ça aidait toujours. » J'ai gardé mon sourire et j'ai secoué la tête. « Rose, je reviens tout juste d'un voyage. Je suis encore en train de me remettre. Je n'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment. Peut-être que Guillaume peut te faire une soupe ou demande à Jeanne. Elle est plus jeune. Elle a probablement des mains plus fortes que moi. » Son expression s'est assombrie. La douceur s'est estompée. « Tu n'es plus la même, Marlène, » a-t-elle grondé. « Tu n'étais pas comme ça avant. Maintenant que tu es à la retraite, tu ne veux plus être dérangée, n'est-ce pas? Maintenant, je ne suis plus qu'un fardeau pour toi. » Mon sourire est resté, mais mes mots ont perdu toute chaleur. « Rose, ne le prends pas personnellement. Je suis venue aujourd'hui par respect pour les années que nous avons passées en famille, mais je ne vis plus avec Guillaume. Nous sommes séparés. La vie est la vie. Les responsabilités sont les responsabilités. Ton soin, avec tout le respect que je te dois, est la responsabilité de Guillaume et Jeanne. Je ne fais plus partie de leur foyer, je ne redeviendrai pas ta soignante à temps plein. » Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas pu sortir un mot. C'est là que j'ai su, elle avait compris. Quelques jours se sont écoulés en paix. Du moins pour moi. Chez Guillaume, le chaos avait éclaté. Sans moi et avec Jeanne évitant toute tentative de collaboration, Rose était furieuse. Elle appelait tous les jours pour se plaindre de la nourriture, du linge, de la confusion avec les médicaments. Guillaume a essayé de gérer lui-même, mais chaque tentative était un désastre. Des dosages erronés, des repas brûlés, un pull en laine qui avait rétréci à la taille d'une poupée dans la machine à laver. Rose était hors d'elle. Jeanne était submergée par les appels constants. Les deux ont commencé à se blâmer mutuellement. Et Guillaume a finalement dû admettre ce à quoi il ne s'attendait jamais. Marlène ne reviendrait pas pour nettoyer son gâchis. Chaque jour, il avait l'air plus pâle, creux, assis sur le canapé, fumant cigarette après cigarette, clignant à peine des yeux, parlant à peine. Et puis, un samedi tranquille, il s'est présenté à ma porte. Dans ses mains, il tenait une tasse de thé, comme si c'était une offre de paix. L'arrogance qu'il portait autrefois comme une armure avait disparu. « Marlène », a-t-il commencé d'une voix tremblante, « je n'ai pas réfléchi quand j'ai parlé de la séparation. » Il s'est assis sur le bord du canapé, les mains pétries. Les choses à la maison sont de trop. Le mauvais caractère de maman, sa santé. Je peux m'en sortir moi-même. Je n'ai rien dit. Il a continué. Ce que je voulais demander, c'est s'il y a une chance que nous soyons un peu plus flexibles avec cette séparation. Peut-être que tu pourrais m'aider. Je ne dis pas gratuitement, je pourrais te payer une compensation mensuelle. C'était ça. J'ai ri brièvement, durement, incrédule. « Une compensation ?» ai-je demandé d'un ton glacial. « Qu'est-ce que c'est? Tu engages une intérimaire ou tu m'offres une sorte de subvention de retraite ?» Le rire a disparu, mon sourire avec lui. « C'est toi qui as voulu la séparation, Guillaume. Tu as écrit les règles, tu as divisé les factures, tu étais aux commandes, et maintenant que les choses se corsent, tu veux enfreindre les règles, tu veux de la flexibilité ?» Je me suis levée, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu veux que j'y réfléchisse? Bien. Il y a deux options. Soit nous annulons le contrat de séparation, nous emménageons à nouveau ensemble, mais je gère l'argent. Nous partageons toutes les responsabilités, toutes les tâches, même les soins de ta mère, ensemble. Fini de tout me refiler. Et tu me dois des excuses, sincères, pour tout ton égoïsme, tes excuses, ton manque total de respect. Ou la deuxième option. Nous laissons tout tel quel, toi et Jeanne, vous occuper des soins de ta mère. Vous engagez de l'aide, vous vous relayez, vous la mettez dans un foyer pour personnes âgées. Je m'en fiche.
Mais c'est ta responsabilité, ne reviens plus jamais. Son visage est devenu blême, sa bouche a bougé, mais aucun son n'est sorti. La première option signifiait tout annuler. Ses plans, sa liberté, l'illusion du contrôle. La deuxième option signifiait faire face à la réalité qu'il était complètement dépassé. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, haletant avec des yeux paniqués, et je ne me suis moqué de lui ni ne l'ai consolé. Je l'ai fixé en silence, et j'ai pensé, ce n'est pas une vengeance, c'est le chemin que tu as choisi. Cet après-midi-là, j'étais de retour de la bibliothèque et j'ai décidé de passer par l'ancienne maison pour récupérer quelques documents du bureau. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai frappé 2 fois, mais personne n'a répondu, alors je suis entrée. À peine arrivée au bureau, j'ai figé. La porte était entr'ouverte. Guillaume était assis à son bureau, le dos tourné à la porte, une main au téléphone, l'autre tambourinant nerveusement sur la table. Ses épaules étaient courbées, tout son corps tendu comme un ressort. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais l'écran de son téléphone était tourné vers la porte et quelques mots sont apparus en gros. En gras, crédit, date d'échéance, alerte de prêt. Mon sourcil s'est levé. Il s'est soudainement retourné, m'a vu et a tressailli comme un voleur pris sur le fait. L'écran est devenu noir lorsqu'il a mis le téléphone dans sa poche. « Oh, tu es de retour ?» Sa voix s'est brisée et il a détourné le regard. « J'ai dit que je passerai », ai-je dit calmement, sans détourner mon regard de son visage. Et soudain, ça a fait tilt. Cette réaction n'était pas seulement gênante, elle était fausse. Mon esprit est revenu à tous les signes que j'avais ignorés, à quel point il avait insisté sur la séparation, à quel point il était désireux de séparer les finances, à quelle vitesse il m'avait retiré du tableau commun. Cela m'a frappé comme de l'eau froide. Guillaume cachait quelque chose de grand. Il était endetté. Il avait dépensé son argent pour quelque chose d'irréfléchi. Une sombre et vilaine supposition a commencé à se former à l'arrière de mon esprit. Il avait orchestré la séparation pour protéger ses finances, pour me rayer des livres afin de pouvoir canaliser de l'argent sans supervision pour sauver Bruno. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fait semblant de n'avoir rien vu, j'ai juste pris mes dossiers et je suis partie. Mais à partir de ce moment, j'ai commencé à faire attention. Bien que nous vivions techniquement séparés, j'allais occasionnellement à l'ancienne maison pour chercher le courrier, organiser des papiers, régler des détails, et à chaque fois, j'observais. Il prenait plus d'appels, se faufilait toujours sur le balcon, s'enfermait dans le bureau. Et ce qui était encore plus révélateur, il parlait beaucoup plus souvent avec Bruno que d'habitude. La seule pensée de cet homme me faisait lever les yeux au ciel. Bruno, qui vivait comme un chiffon, pas d'emploi, pas de projet, pas de honte. Il s'était toujours appuyé sur Guillaume. Parfois, il le manipulait ouvertement avec des histoires sur la santé de sa mère juste pour obtenir de l'argent. Cet après-midi-là, je suis passée pour récupérer un document dont j'avais besoin. Lorsque j'ai atteint le bout du couloir, j'ai entendu la voix de Guillaume derrière la porte fermée du bureau douce, tendue, paniquée. « Je te l'ai dit, je n'ai pas. Le trou est trop grand. Je suis au bord du gouffre. Arrête de me pousser. Je travaille dessus, ça ne doit pas lui revenir. Si elle le découvre, c'est fini. » Ce ne pouvait être que moi. Je me tenais dans le couloir. Mon cœur battait dans ma poitrine et la vérité s'est installée sur moi comme des cendres. Il cachait quelque chose, et pas seulement une petite erreur ou un moment de mauvaise décision. C'était quelque chose de grave. Assez grave pour mentir, assez grave pour feindre une séparation amicale afin de le dissimuler. Toute la mascarade, l'indépendance, la justice, la séparation propre, ne visaient pas à établir des limites. Il s'agissait de m'exclure, d'isoler les finances afin qu'il puisse déplacer de l'argent sans surveillance pour sauver Bruno. J'ai ri doucement et amèrement en moi-même. Plus de 30 ans de mariage, et j'étais là, dans un film d'espionnage, et apparemment j'étais la faille de sécurité. Eh bien, s'il voulait jouer la comédie, je le pouvais aussi. La seule différence, c'est que cette fois, j'avais le script. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas lancé d'accusation, je me suis mise au travail. J'ai contacté des amis ayant une expérience juridique et j'ai posé des questions ciblées sur les actifs et passifs communs, les procurations et l'accès aux comptes. J'ai fouillé d'anciens relevés bancaires, déterré des livres de comptes poussiéreux, demandé des années d'enregistrement de transactions. J'ai traqué chaque euro que Guillaume avait acheminé à Bruno. J'ai personnellement visité les banques pour m'enquérir des comptes conjoints ou des activités de crédit.
mon nom n'allait pas crier dans le noir. Je ferais la lumière. Pendant que je cherchais la vérité, la vie m'a réservé un autre rebondissement. Rose a commencé à avoir des épisodes. Pas grave, juste assez pour déstabiliser Guillaume, pression sur la poitrine, palpitations nocturnes, assez vagues pour n'établir aucun diagnostic, mais assez inquiétantes pour nécessiter une attention. Le conseil du médecin était simple: minimiser le stress, la garder calme, être vigilante, ce qui, bien sûr, a fait paniquer Guillaume. Jeanne avait disparu, s'était lavé les mains, téléphone éteint, probablement quelque part, buvant du vin, sans une once de culpabilité. Alors, Guillaume était seul. Voyage à l'hôpital, test, appel au milieu de la nuit. Sa vie est devenue un tourbillon sans fin en vue, et c'est exactement à ce moment-là qu'il a recommencé à m'envoyer des SMS. « Marlène, tu as un moment? Juste pour aujourd'hui. Peux-tu aider? Juste cette fois. Maman ne va pas bien. Je ne demanderai pas si ce n'était pas sérieux. » Je n'ai pas répondu, car à ce moment-là, je n'étais pas d'humeur à jouer la mère Teresa. J'avais du travail à faire. Je déterrerais chaque euro, chaque dossier, chaque mensonge, enterré sous sa soi-disant séparation propre. Car lorsque le rideau final tomberait sur ce petit drame qu'il avait écrit, je ne partirais pas en victime. Je partirais avec les preuves. À la fin, Guillaume s'est effondré. Cet après-midi-là, il est réapparu à ma porte. Yeux caves, cheveux en bataille, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. À peine entré, il s'est affalé sur la chaise comme si tout son corps avait cédé. « Marlène !» Sa voix était rauque, à peine un murmure. « Je n'en peux plus. » Ses yeux étaient injectés de sang, son visage émacié par l'épuisement. Il ressemblait à un homme pris dans le tourbillon d'un égout. « Maman a empiré », a-t-il murmuré. « Elle n'arrive pas à bien respirer la nuit. Le médecin dit que c'est principalement émotionnel, dit que les soins ne sont pas adéquats. » Il a essayé, mais sa voix s'est éteinte. Puis il a inspiré en tremblant, d'un ton qui se voulait contrit. « Je sais, le contrat de séparation était égoïste. Ce n'était pas juste pour toi. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attendu. » Il m'a regardé, changeant de tactique, son ton plus doux, plus désespéré. « S'il te plaît, Marlène, je t'en prie, aide-moi à stabiliser les choses avec maman pour l'instant. Dès qu'elle ira mieux, je ferai ce que tu dis. Nous en parlerons après. » Cette fois, il n'a pas mentionné de compensation, ni de salaire mensuel. Maintenant, c'était du remords, des suppliques émotionnelles. Il a même laissé échapper une semi-confession. « Je sais qu'il y a eu des choses que je ne t'ai pas dites. Ce n'est pas que je voulais mentir, c'est juste que les choses ont dégénéré. » Il a laissé le reste en suspens, comme si j'étais assez généreuse pour combler les vides. Mais je l'ai entendu haut et fort. Ce n'était pas une confession, c'était du contrôle des dégâts. Il savait que j'avais raison, et maintenant, il se cachait derrière sa mère pour gagner du temps. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Les yeux creux, les mains tremblantes, le ton suppliant, et en dessous, la vieille manipulation. « Tu dis ça avec tant de facilité ?» ai-je dit en posant le thé. Ma voix était sèche, tranchante. « Tu as besoin d'aide. Bien, mais mon prix n'a pas changé. Il s'appelle honnêteté. » J'ai ralenti mes mots, m'assurant que chacun frappait comme une pierre dans l'eau. « Si tu veux vraiment arranger ça, annule le contrat de séparation, ouvre les comptes, mets tout sur la table. Pas seulement les soins de ta mère, mais aussi l'argent que tu caches, les prêts, les garanties et tout le chaos dans lequel Bruno t'entraîne. » Il a tressailli, comme s'il avait reçu un choc électrique. Son regard est tombé au sol. Panique sur son visage. « Quel chaos financier !» a-t-il bégayé. Les mots jaillissaient, comme s'il essayait de colmater une fuite. Avec du papier, essuie-tout. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, les bras croisés, le regardant se tordre. « Crois-tu vraiment qu'un « je suis désolé » et des clignements frénétiques vont me faire courir pour nettoyer ta pagaille? J'ai secoué la tête et j'ai ri sèchement. « Ne m'insulte pas, Guillaume. Ce contrat de séparation ne m'a pas poussé hors de ta vie. Il m'a donné la perspective parfaite pour voir exactement ce que tu fais. Tu dis que la santé de ta mère se détériore? Je te crois, mais le problème n'est pas ta mère, c'est toi. Tu utilises sa maladie comme un bouclier, un écran de fumée pour cacher le gouffre dans lequel tu es tombé. » Je me suis levée, ma voix plus claire que jamais. « Je te donne les options. Choisis-en une. Premièrement, avoue tout. Finances, prêts, garanties, transparence totale. Prends la responsabilité, prends l'entière responsabilité de ta mère, de tes erreurs, de tout, finis les jeux.
Ou deuxièmement, continue à jouer la comédie, continue à jouer la carte de l'indépendance. Continue à vivre dans cette fantaisie de vie séparée. Mais les soins de ta mère te reviennent à toi. À partir de maintenant. Ne les ramène pas à ma porte. Il est resté assis, paralysé, pâle comme un fantôme, les lèvres à moitié ouvertes comme s'il voulait parler, mais rien ne sortait. Ses doigts tressautés sur les coutures de son pantalon, s'y accrochant comme s'il pouvait se cramponner à quelque chose de solide. C'est là que j'ai su. Il avait peur, très peur. Et pas seulement de moi, mais de la vérité qui était maintenant braquée sur lui comme un projecteur. Je ne lui ai pas donné le temps de répondre. Je suis allée à la porte, je l'ai ouverte et j'ai regardé par-dessus mon épaule. « Si tu veux continuer à jouer la comédie, ai-je dit doucement, ne te plains pas quand le rideau tombera et que je tiendrai le script. » Puis j'ai claqué la porte derrière moi. Cette nuit-là, j'ai fouillé d'anciens courriels de la boîte de réception conjointe que Guillaume et moi partagions, et là, c'était une approbation de demande de prêt datant d'il y a 2 mois, soumise par Guillaume. Mon nom figurait dans la section de garantie « Madame Marlène Duval ». Il avait utilisé mon nom, mon identité, sans ma connaissance. Il était vraiment allé aussi loin. J'ai regardé les chiffres sur l'écran et j'ai ri froidement et amèrement. Ce n'était plus une simple tricherie, c'était du vol. Et c'est là que mon contre-attaque a commencé. À partir de cette nuit-là, j'ai cessé de lui trouver des excuses. L'illusion s'est brisée. Guillaume n'avait pas seulement caché des choses, il avait franchi une limite. Il avait utilisé mon identité sans mon consentement pour garantir un prêt, et pas un petit, 200 000 €, contracté pour couvrir les dépenses de la seule personne qui le saignait à blanc depuis des décennies, son frère Bruno. Le lendemain matin, j'ai appelé Suzy, une vieille amie de l'université qui travaillait maintenant à temps partiel en conseil juridique après avoir pris sa retraite d'un cabinet d'avocats. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner dans un café tranquille et je suis arrivée avec des copies imprimées et des captures d'écran. J'ai tout étalé dès que nous nous sommes assises. Elle a lu en silence, tournant chaque page, son front se plissant de plus en plus. Finalement, elle a posé la dernière feuille, m'a regardée, stupéfaite. « Marlène, c'est sérieux ?» a-t-elle dit en tapotant le document du doigt. Cette approbation de garantie a été déposée avant la séparation. Oui, mais une fois qu'il est prouvé qu'aucun consentement n'a été donné, peu importe que ce soit pendant le mariage. C'est une fraude financière, aussi simple que ça. J'ai hoché la tête. Je n'étais même pas à la maison quand il a soumis la demande. L'adresse IP remonte à son bureau et la signature n'est pas la tienne. La seule écriture le prouve. Sueli s'est penchée, sa voix ferme. « Bien, cela signifie que tu as l'avantage. Voici ce que tu dois faire. » Elle a levé 2 doigts. Premièrement, engage une avocate professionnelle, quelqu'un ayant de l'expérience en faute financière et en droit de la famille. Deuxièmement, gèle immédiatement tous les comptes conjoints ou de transition qui sont encore liés à lui, en particulier ceux qui sont encore dans cette zone grise légale depuis la séparation. Puis elle a marqué une pause et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Souviens-toi, ce n'est pas une vengeance, c'est de la protection. Ces mots m'ont frappé comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur en moi. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je me suis sentie lucide. Cet après-midi-là, j'ai passé l'appel. L'avocate que j'ai engagée était une femme dans la quarantaine. Intelligente, efficace, directe. Elle avait l'énergie de quelqu'un qui avait mené 100 guerres comme la mienne et en avait gagné la plupart. « Nous prenons votre dossier en charge », a-t-elle dit après avoir parcouru les dossiers. Notre première étape est de lui envoyer une notification légale formelle. Il doit divulguer tous ses dossiers financiers personnels et conjoints, avec une date limite pour répondre. S'il refuse, a-t-elle poursuivi, nous escaladons. Nous demanderons au tribunal une ordonnance d'urgence de découverte de preuves. S'il s'avère qu'il a intentionnellement caché des activités financières ou falsifié votre identité, nous gèlerons ses comptes rétroactivement, nous réclamerons des dommages et intérêts. Elle m'a regardée. Êtes-vous prête à passer à la vitesse supérieure, car ce n'est plus une simple crise conjugale? J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la braise dans ma poitrine trouver enfin un soulagement. « Prête », ai-je dit fermement et calmement. Je suis prête depuis longtemps. Dans les semaines qui ont suivi,
Je me suis plongée profondément dans la matière. J'ai fouillé d'anciens relevés bancaires, déterré des livres de comptes poussiéreux, demandé des années d'enregistrement de transactions. J'ai traqué chaque euro que Guillaume avait transféré à Bruno. Certains virements étaient vaguement étiquetés comme remboursement d'une faveur, mais les reçus montraient autre chose. Sauvetage de cartes de crédit dissimulées, retrait discret en espèces, transfert contournant complètement les comptes du foyer. Certains n'étaient même pas mentionnés dans sa déclaration de revenus, juste une aide non officielle déguisée en soutien familial. Ma règle était simple, chaque centime devait être traçable. Fini les zones grises, fini les calculs confus. Au début, Guillaume a essayé de minimiser. Il s'est assis et a utilisé le même vieux ton de l'homme raisonnable. « Marlène, nous sommes mariés depuis des décennies. Faut-il vraiment tout brûler ?» Je l'ai regardé froidement et durement. « Non, Guillaume, tu as déjà fait ça. Je ne fais que protéger ce qui reste. » Quelques jours plus tard, la notification légale est arrivée dans sa boîte aux lettres. Il a appelé, sa voix brisée, frénétique, au bord de l'effondrement. « Tu veux vraiment me traîner en justice? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai raccroché sans dire un mot. Il a continué à appeler. Je n'ai plus jamais répondu. Prochaine étape, rendez-vous au tribunal. Ce matin-là, la salle d'audience était baignée d'une lumière froide et artificielle qui vous coupait le souffle et vous rendait stoïque. Je me tenais en face de lui, de l'autre côté de l'allée. Guillaume était assis à côté de son avocat, l'air d'un homme au bord du gouffre. Ses cheveux étaient visiblement plus fins, son visage mal rasé. La veste grise qu'il portait semblait ne pas avoir été enlevée depuis une semaine. Froissée, sale, tombant de ses épaules comme s'il avait perdu toute posture. Avant d'entrer dans la salle d'audience, mon avocate s'est penchée vers moi, sa voix douce et calme. Ne le regarde pas en face. N'écoute pas ses paroles. Concentre-toi uniquement sur l'épreuve. Le juge est entré. Le procès a commencé. Nous avons présenté tout, pièce par pièce. Le formulaire de garantie numérique avec des enregistrements IP qui remontaient à l'ordinateur de Guillaume au bureau. Une analyse graphologique qui montrait que la signature n'était pas la mienne. Un appel téléphonique enregistré à la banque où Jeanne s'est fait passer pour moi et a autorisé le prêt. Un rapport sur l'utilisation du prêt qui montrait que l'argent avait complètement contourné notre domicile et atterri directement sur le compte bancaire de Bruno. « Votre honneur », a dit mon avocate, se levant et parlant calmement mais fermement. « Ce n'est pas un malentendu domestique. C'est une fraude financière commise par un conjoint qui a exploité l'accès matrimonial à l'identité et aux actifs de la plaignante sans consentement. » L'avocat de Guillaume a tenté de déformer les faits. Elle a bénéficié des actifs familiaux. Ce petit écart peut certainement être compris dans le contexte plus large de leur long mariage. Mais mon avocate l'a écrasé d'une seule phrase. Le consentement n'est pas rétroactif et le bénéfice ne signifie rien lorsque l'on est trompé. De l'autre côté de la salle, Guillaume est devenu pâle. Il m'a regardé, ouvrant et fermant la bouche. Il voulait parler, peut-être s'excuser, peut-être supplier, mais je n'ai pas bronché, je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai juste regardé, calme, sereine, prête. C'est le prix que tu paies lorsque tu traites quelqu'un comme un imbécile. Et je n'étais plus cet imbécile. 3 semaines plus tard, le verdict a été rendu. Guillaume a perdu. Le tribunal l'a déclaré coupable d'utilisation non autorisée de l'identité conjugale pour obtenir des avantages économiques, fraude commise au sein du mariage. J'ai été dégagée de toute responsabilité pour le prêt de 200 000 €. Le juge a également ordonné le gel de toutes les activités financières entre Guillaume et Bruno, en attendant une enquête plus approfondie sur une éventuelle collusion ou fausse déclaration. Le plus important, c'est que j'ai obtenu une pleine indépendance financière. Tous les comptes conjoints ont été gelés, audités et dissous de manière définitive, proprement. Guillaume a perdu le procès. Il a perdu sa main-d'œuvre gratuite, sa partenaire silencieuse, la femme qui le couvrait alors qu'il se faisait passer pour un mari responsable, et Bruno. Il a reçu sa propre assignation en justice. Défaillance de prêt, révision de garantie, responsabilité conjointe. Tout simplement, les 2 frères, autrefois les maîtres d'œuvre d'une séparation si propre, sont devenus co-accusés dans une enquête pour fraude. Leur petit plan s'était transformé en un chaos juridique.
La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre petit village. Au supermarché, j'ai commencé à recevoir ces regards, ce mélange d'incrédulité et d'admiration. Le genre de regard que les gens lancent à une femme qu'ils n'auraient jamais cru capable de se lever, de se redresser et de gagner. Certains voisins hésitaient avant de parler, d'autres se contentaient de fixer. J'ai souri, poli comme toujours. Ce n'était pas que je les regardais de haut. C'est juste que, pour la première fois, ils voyaient que j'avais cessé de baisser la tête. Quelques mois plus tard, j'ai finalement déménagé de cet ancien quartier étouffant pour un appartement moderne et lumineux dans l'ouest de la ville, grand balcon, cuisine ouverte, chaque coin décoré exactement à mon goût. J'ai réalisé que la vie est comme un grand livre non audité. En surface, cela semble équilibré, mais au fond, les comptes étaient faux depuis des années. Ce que vous pensiez vous appartenir avait été tacitement réécrit par l'autre partie. Ainsi mon histoire avec Guillaume. Cette histoire longue, compliquée et douloureuse était enfin terminée. Le tribunal a rendu son verdict, il a cédé. L'affaire de l'argent était réglée. La culpabilité et le fardeau sont officiellement retombés sur lui et son frère. Et en raison de la fraude et de la tromperie qu'il avait commise pendant notre séparation, le juge m'a donné des motifs suffisants pour demander le divorce immédiatement. Je n'ai pas hésité. Quand les chiffres étaient établis, mon cours était établi aussi. Mais honnêtement, ce qui m'a le plus apaisé, ce n'était pas de gagner le procès. Ce n'était pas le règlement des dettes ou le rétablissement de mon nom, c'était de savoir que je n'avais plus à aplanir les choses pour les autres. Je n'avais plus à être la femme qui savait tout, réglait tout, pardonnait tout. Cette sensation, c'était comme enlever un manteau détrempé que vous avez porté trop longtemps. Le froid vous frappe, oui, mais l'air aussi. Vous pouvez enfin respirer. Mes amis me demandent si je regrette, si cela semble trop définitif, trop dur de partir après plus de 3 décennies. Je souris toujours et je dis la même chose. Je ne regrette aucun moment. J'ai appris à prendre soin de moi. Je me mets enfin en premier. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Le plus difficile à cet âge n'est pas d'être seul. C'est de réaliser que quelqu'un n'a jamais changé. Il a toujours été cette personne. Vous étiez juste trop occupé, trop fatigué, trop loyal pour le remarquer. Et j'étais trop fatiguée pour auditer les comptes. Mais je n'ai plus peur de recommencer. Parce que maintenant, je sais qu'il ne s'agit pas de recommencer, il s'agit de continuer avec expérience, avec clarté, avec courage. J'ai voyagé à nouveau. J'ai pris un cours de peinture, j'achète des fleurs juste parce que. Je vais au cinéma sans demander si quelqu'un a besoin de moi. Je n'attends plus les messages qui n'arrivent jamais. Chaque semaine, j'enregistre un podcast à la bibliothèque communautaire. Il s'appelle « La vie après la séparation ». Parfois, nous parlons de démarches légales, parfois de guérison émotionnelle, et parfois, je m'assois simplement et lis un bon livre en silence. Dans un épisode, j'ai dit qu'avant, je disais que le mariage était la compréhension mutuelle. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'était « adapte-toi à moi ». Je n'ai pas cédé parce que j'étais d'accord. J'ai cédé parce que j'étais épuisée. Maintenant, je comprends. L'indépendance n'est pas quelque chose qui vous est donné. C'est ce que vous récupérez lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de cette personne pour vous sentir complète. Les gens m'écrivent « Marlène, j'ai pleuré en entendant ton histoire. Raconte la mienne ?» D'autres demandent « Ne te sens-tu jamais vide quand tu es seule ?» Vide? Pas du tout. J'ai enfin créé de l'espace pour moi. Mon appartement n'est pas grand, mais il est calme. Le soleil tombe sur le balcon le matin. Le réfrigérateur n'a pas besoin de nourrir une famille entière. Il contient seulement les quelque chose que j'aime. Il y a une chaise près de la fenêtre. Je m'y assieds avec mon thé, écoutant le chant des oiseaux. Le monde se sent à nouveau vaste, parce que je ne tourne plus autour de personne. Et à toi, qui que tu sois, où que tu écoutes en ce moment, je veux dire ceci, il n'est jamais trop tard. Que tu aies 55 ou 75 ans, tu n'as pas à prouver que tu es digne d'amour. Tu es digne, digne de paix, de la dignité d'une vie qui t'appartient. Tu n'es pas une mauvaise mère, tu n'es pas une mauvaise épouse, tu n'es pas une mauvaise belle-fille. Tu en as finalement fini avec le rôle de soignante altruiste et sans limite. Lorsque tu cesses de te laisser kidnapper par l'obligation, lorsque tu commences à dire non, tu n'es pas égoïste, tu te réveilles. On nous a appris à endurer, à céder, à toujours être celle qui recule. Mais laisse-moi te dire, parfois, la chose la plus sensée que tu puisses faire est de te mettre en premier. Alors,
Si la vie te coupe le souffle, si tu te tiens à un carrefour et que tu ne sais pas ce qui s'en vient, arrête-toi, regarde à l'intérieur, demande-toi, est-ce la vie que je veux? Et si la réponse est non, change de direction, comme je l'ai fait. Ex-femme, ex-belle-fille, ex-conciliatrice. Maintenant, juste moi. Et c'est le titre que je porte avec le plus de fierté.